Merci. Donc, dans cette communication, je voudrais faire une analyse stratégique des 2 dernières guerres du règne de Louis XIV en insistant plutôt sur les contraintes logistiques et surtout géographiques pour ne pas marcher sur les pieds de mon collègue Guy Rollands. Et donc, faute de temps, je ne vais pas rentrer ici dans les définitions un peu théoriques entre spécialistes pour savoir si c'est plutôt une intervention qui parlerait de géographie militaire, de géostratégie ou de stratégie seulement, parce que ça nous éloignerait un petit peu trop du sujet. Je vais rester un petit peu plus concret sur plutôt les avantages de la position géographique de la France par rapport à ses voisins et revenir sur certaines caractéristiques un peu géographiques, topographiques des différents théâtres d'opération qui donc ont pu avoir une influence sur la stratégie menée par les Français et les décideurs de Versailles. Alors, toujours par manque de temps, je vais écarter aussi délibérément tous les enjeux un peu maritimes et coloniaux. De toute manière, je crois que plus tard, Philippe Rodège risque d'évoquer ces questions-là, donc ça ne me semble pas être très grave. Et donc du coup, je vais me concentrer sur les 4 grands théâtres d'opération où les armées françaises vont opérer, c'est-à-dire les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Donc cet ordre n'est pas innocent puisqu'il s'agit en fait de l'ordre de priorité constamment des différentes armées françaises. Et si on épluche la correspondance du SHD, on se rend compte qu'il y a une prédominance très forte des Pays-Bas, ensuite de l'Allemagne, l'Italie, très secondairement de l'Espagne. Donc je vais commencer par les Pays-Bas qui ont toujours été finalement le front prioritaire sous Louis XIV et même avant et je pense encore après. Et donc finalement Louis XIV a toujours mené des campagnes dans les Pays-Bas dans toutes ces guerres, pas uniquement les 2 dernières. Et donc c'est un théâtre d'opération qui va être peut-être aussi l'enjeu principal de toutes les guerres finalement du Moyen-Âge jusqu'à la Seconde Guerre mondiale où il y a toujours finalement des opérations militaires importantes ici. Donc c'est dû au fait que on est dans une zone qui est proche de la capitale française et donc qui est une des priorités pour consolider les frontières du royaume, ça serait d'éventuellement conquérir les Pays-Bas espagnols. Et c'est sur ce front généralement que Louis XIV masse le plus de troupes. Donc c'est là où il y a souvent les offensives de prestige, c'est là où on emploie souvent les meilleurs généraux, et finalement c'est aussi, c'est pas un hasard, le seul théâtre d'opération où Louis XIV est venu en personne commander les armées, et même les ministres de la guerre, certains se sont déplacés aussi sur ce front-là, alors ce qui n'a pas été toujours le cas, enfin même quasiment jamais, sur les autres fronts. Donc au-delà au XVIIe siècle aussi, donc il y a vraiment un tropisme français vers les Pays-Bas, et qui furent la grande obsession stratégique française. C'est peut-être une obsession un peu excessive, parce que souvent ça a amené les Français à négliger d'autres théâtres d'opération qui auraient peut-être été plus intéressants de donner la priorité. Donc les Pays-Bas espagnols ont pour principale caractéristique d'être un espace formé de plaines, bon tout le monde le sait, c'est le plat pays, ce qui est idéal pour mener a priori des batailles. Alors le seul obstacle naturel, c'est finalement celui du massif des Ardennes, vers le sud-est, mais finalement, il a été largement délaissé. Peut-être qu'il a joué finalement son rôle de barrière, et surtout qu'il y a une place importante qui est celle de Luxembourg, qui est quasiment imprenable. En fait, la seule fois où les armées françaises l'ont pris, c'est en 1684, et ça demandait un gros effort, et là, la France était en supériorité militaire considérable, mais après, il n'y a pas eu d'opération finalement autrement dans Luxembourg et dans les Ardennes. Donc tout se concentre en fait dans les opérations au nord de la Sambre. Donc il y a effectivement aussi quelques fleuves et rivières qui peuvent éventuellement gêner ou favoriser les offensives. Donc c'est des fleuves toujours de direction sud-ouest, nord-est à peu près. Vous avez la Lys et l'Escaut, la Sambre et la Meuse. Donc c'est plutôt des fleuves qui pourraient favoriser une invasion française, puisque c'est la direction généralement des opérations françaises. Mais je dirais que ça a plutôt joué qu'un rôle tactique, mais pas vraiment stratégique pour ce genre d'opération. Donc malgré cette topographie un peu favorable, en fait, la conquête des Pays-Bas espagnols n'a jamais été quelque chose de facile à faire pour les Français. Ils vont quasiment jamais y arriver. Et parce que, en fait, le gros problème, c'est la densité des places fortes, qui est considérable. C'est sans doute l'endroit en Europe où il y avait plus de places fortes et généralement très bien défendues. Et donc, du coup, ça nous amène à faire une guerre de siège qui est souvent interminable et qui n'apporte pas forcément des gains immédiats très importants. Donc, en fait, on ne peut pas faire la conquête des Pays-Bas espagnols en 1 ou 2 campagnes. Généralement, il faut s'y reprendre à plusieurs fois, et donc ça peut être assez compliqué. Donc, en fait, il n'y a que 2 reprises, je pense, où Louis XIV aurait pu peut-être faire la conquête totale des Pays-Bas espagnols. C'est pendant la guerre d'Évolution, au tout début du règne, mais Louis XIV a préféré s'arrêter avant, ou pendant la courte guerre de 1683-84, où là, il y a peut-être aussi une opportunité. Mais bon, Louis XIV a préféré à chaque fois jouer la carte de la modération.
Donc les sièges furent donc très nombreux dans ce théâtre d'opération. C'est lié au fait que généralement, les batailles elles-mêmes sont souvent liées aux sièges finalement. Donc quand il y a une bataille dans cette région-là, c'est plus pour soit secourir une place forte qui est assiégée, ou soit pour obtenir la supériorité numérique sur ce théâtre d'opération et ensuite pouvoir faire un siège en quelque sorte. Donc les batailles furent rarement décisives dans les Pays-Bas espagnols à cause de cette densité des places fortes. Et on peut penser que, par exemple, les victoires de Luxembourg dans les années 1690, pourtant elles ont été nombreuses, n'apportèrent pas vraiment les résultats escomptés. Parce qu'à chaque fois, les stratèges françaises ont dû faire des sièges à suite de ces batailles. Et donc, on pourra en déduire que ce front n'était peut-être pas si intéressant que ça pour mener des grandes campagnes, puisqu'on n'arrivait pas à progresser tellement, et qu'il valait peut-être mieux envoyer des troupes ailleurs, ce qui n'a pas été généralement le cas, parce qu'on est resté toujours focalisé sur cette région-là. Et c'est vrai qu'il était assez indispensable de protéger les frontières françaises, surtout celle-là, parce que c'était la plus proche de la capitale, on en a déjà parlé, mais peut-être que les Français auraient mieux fait de mettre des troupes ailleurs par moment. Donc c'est ce qui se passe des fois à la fin de l'année 1693, où Chanlay, le principal conseiller militaire de Louis XIV, a un peu conscience de ce blocage un peu stratégique dans cette région-là, et considère qu'il vaudrait mieux faire porter l'effort principal français ailleurs, notamment vers l'Italie ou éventuellement peut-être vers l'Espagne. Mais finalement, la guerre va durer encore jusqu'en 1697. Alors pour la guerre de succession d'Espagne, il y a un changement très important, puisque désormais, les Français n'ont plus à attaquer les Pays-Bas espagnols, mais à les défendre. Donc ça décale largement la frontière beaucoup plus au nord. Et les batailles apparaissent beaucoup plus décisives dans ce front-là, notamment avec les grosses défaites françaises de Ramillies en 1706 et de Donard en 1708, qui vont permettre aux Alliés de conquérir pratiquement tous les Pays-Bas espagnols très rapidement, ce qui est un changement par rapport à ce qu'on a dit précédemment. Et donc parallèlement, la guerre de siège, on a l'impression, est moins importante que pendant la guerre précédente. Donc la question, c'est comment expliquer ce changement des conditions stratégiques. Alors, la plupart des historiens anglo-saxons ont mis l'accent sur les grands talents, évidemment, de Marlborough, qui serait un génie et aurait passé outre, finalement, la guerre de siège traditionnelle, en estimant que les batailles étaient décisives et que, finalement, si on remportait une grande bataille, ensuite, les places tomberaient. Donc en fait, finalement, on se rend compte que Marlborough n'a pas mené autant que ça de grandes batailles décisives, il y en a quelques-unes quand même, mais qu'il a aussi mené pas mal de sièges, il en a bien été forcé comme tout le monde. Et si on regarde un peu plus en détail les opérations, c'est un peu plus compliqué que cela. Donc c'est ce que notamment a bien mis en valeur Jamel Oswald dans son article sur la bataille de Ramillies et ses conséquences. Donc on se rend compte que cette bataille a été décisive pour finalement d'autres peut-être raisons que uniquement cette bataille-là. C'est la principale étant que les fortifications des grandes places des Pays-Bas espagnols, du Brabant ou de la Flandre, n'étaient pas très bien entretenues à cette époque-là, et que du coup, les fortifications étaient vraiment très très mauvais état et qu'elles étaient quasiment prêtes à tomber après la bataille de Ramillies. Et donc ça a permis de prendre très très facilement ces places-là après cette bataille. Et d'autre part, il y avait un problème de fidélité des garnisons et des gouverneurs de ces places-là, qui n'étaient pas toujours très très favorables à la France, qui était le grand ennemi des Espagnols pendant quand même des années, et donc qui ont parfois trahi en livrant des places clés en main pratiquement aux ennemis. Et donc du coup, ça a permis ce grand changement. Et on se rend compte que par contre, quand les Alliés vont devoir s'attaquer aux places plus de la frontière française, donc des places comme Lille, ou même côté Pays-Bas espagnol, mais face à la frontière française qui avait été beaucoup plus entretenue, et bien là la progression beaucoup plus lente, et on retrouve en quelque sorte la vieille guerre de siège lente, pénible, et qui progresse beaucoup moins rapidement. Donc pour ces questions-là, une fois que finalement Marlborough, par exemple, a remporté avec le prince Eugène la bataille de Donard en 1708, le sud de la campagne va être largement occupé par le siège de Lille en 1708. La place va finir par tomber, mais elle va quand même résister plusieurs mois. Et donc là, il y a une progression qui se ralentit largement. De même, en fait, quand les Français vont reprendre un petit peu le dessus après la bataille d'Arrée de Malplaquet en 1709, les Alliés vont se contenter uniquement de prendre Mons derrière et pas plus de progression.
Et inversement, après Denain en 1712, les Français vont pouvoir récupérer une bonne partie de ces places perdues sur la frontière avec les Pays-Bas. Donc finalement, les Alliés en fait, ont manqué des fois de capacité aussi logistique pour progresser plus vite que la guerre de siège imposait des contraintes assez fortes. Donc si pendant la guerre de succession d'Espagne, les batailles ont joué un rôle plus important que dans les guerres précédentes, c'est plutôt à cause de cette situation un peu particulière au niveau politique, au niveau des fortifications, des places fortes pendant cette campagne-là. Alors je vais passer maintenant à un autre front qui est celui de l'Allemagne, avec le grand problème là qui se pose, c'est franchir le Rhin et franchir ensuite la forêt noire, qui sont les grands obstacles à une pénétration française dans l'Empire. Donc sur le front allemand, la stratégie est déterminée par cette géographie, notamment par la géographie des places qui permettent de franchir le Rhin et donc permettent aux Français ensuite de s'enfoncer dans l'Empire, de vivre sur le pays ennemi et d'épargner dans ce cas-là les ressources de l'Alsace, qui est souvent le grand objectif stratégique des Français. Donc pour ce faire, il fallait s'emparer des places qui protégeaient les ponts disséminés sur le fleuve. En fait, il n'y en a pas tant que ça. Donc les points de passage fortifiés, en fait, si on descend le fleuve depuis la Suisse, vous avez Huningue, qui est à côté de Bâle. Ensuite, on a Brisac et le pendant construit par Vauban à partir de 1698, c'est Neuf-Brisac. Vous avez ensuite la zone Strasbourg et en face Kehl. Ensuite, il y a le Fort Louis, mais qui est assez secondaire. Et enfin, vous avez Philipsbourg. Après, il y a encore d'autres places un peu plus au nord, mais je dirais qu'on est un peu plus loin de la frontière française et c'est un peu plus compliqué. Donc en 1688, la situation géographique et géostratégique de la France est assez favorable parce que toutes les portes de l'Alsace sont closes, notamment depuis la réunion de Strasbourg à la France en 1681. Et la seule place qui manque réellement pour les Français, c'est Philipsbourg. Et ce n'est pas un hasard si la campagne de 1688 commence par le siège de Philipsbourg, donc un petit peu au nord de l'Alsace. Donc c'est une place qui est assez intéressante, parce que en fait, elle se trouve en face de la principale trouée qui permet ensuite de passer au-delà du Rhin. Le deuxième obstacle qui se pose, c'est la forêt noire. Donc c'est un massif montagneux qui n'est pas si élevé que ça, mais en fait qui est une grosse barrière stratégique pour pouvoir continuer plus loin vers l'est, en direction de Württemberg ou de la Bavière. Et donc les points d'entrée, en fait, c'est plutôt de contourner la forêt noire, donc deux solutions, soit par le sud, mais à ce moment-là, vous voyez que le passage est assez étroit et on est proche de la frontière suisse. Or, les Français sont toujours un peu inquiets par l'idée que les Suisses pourraient rentrer dans une guerre contre la France, ce qui ouvrirait un boulevard vers la Franche-Comté. Donc du coup, généralement, on a toujours le souci de ménager les Suisses et donc de ne pas faire d'opération de ce côté-là. Résultat, il ne reste plus qu'un seul passage vraiment intéressant, c'est passer par Philipsbourg et ensuite aller par la trouée de Heilbronn, vous avez sur la carte, et donc là c'est le point de passage le plus intéressant. Et donc du coup, les Français en 1688 vont faire le siège de Philipsbourg. Bon, c'est une place qui est assez difficile à assiéger du fait de sa configuration un peu topographique, il y a pas mal de marais autour de la place, et au niveau logistique c'est assez compliqué de l'investir. Mais finalement, les Français vont réussir à prendre la place en septembre 1688, enfin en septembre-octobre, et donc c'est une conquête qui va être capitale pour pouvoir ensuite lever pas mal de contributions sur toute la rive orientale du Rhin et au-delà, même très profondément, dans le Palatinat, dans tous les pays germaniques. Donc le contrôle par les Français de presque toutes les places de la vallée du Rhin, donc du Ningue jusqu'à même au-delà, jusqu'à Cologne, dans le nord, vont leur donner un énorme avantage stratégique pendant toute la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Donc les armées françaises, vous voyez qu'elles étaient libres finalement de traverser le Rhin comme bon l'on semblait, ce qui n'était pas le cas des ennemis, et d'y lever des énormes contributions, ce qui va permettre de financer cette guerre à bon compte et d'épargner à chaque fois les ressources du royaume. Et donc du coup, c'est dans ce cadre-là qu'a lieu aussi le ravage du Palatinat, qui va permettre de faire, enfin en tout cas c'était ça l'objectif, de faire du Rhin une sorte de glacis défensif français. En gros, ça serait la France serait une immense forteresse dont le Rhin sera un petit peu les douves. Bon, finalement, ça va être un échec complet puisque les Alliés vont réussir à franchir quand même cette barrière-là en reprenant Mayence et Beaune à la fin de l'année 1689.
Et donc par la suite, malgré les ambitions parfois importantes en début de campagne, notamment en 1890-93, les Français ne vont pas se montrer très entreprenants sur ce front, qui va être assez inactif. En fait, on va avoir toujours le même type de campagne qui va se dérouler tous les ans jusqu'à la fin de la guerre. C'est-à-dire qu'on voit les Français qui franchissent le Rhin, par exemple à Strasbourg-Kiel ou à Philipsbourg, qui lèvent des contributions sur le Pays de Bade, dans le Palatinat, ravagent un peu le territoire éventuellement, essayent de prendre une petite place secondaire, et à la fin de l'année repassent le Rhin et rentrent en Alsace en quartier d'hiver. Donc ça n'aboutit pas à des grands résultats stratégiques, mais au niveau économique, c'est assez rentable et ça permet de faire la guerre aux dépens des ennemis. Donc, le changement, ça va être pendant la guerre de succession d'Espagne, où, au tout début de cette guerre, la situation est beaucoup moins favorable pour la France, je vais peut-être rester sur l'ancienne carte, puisque la France, au traité de Ryswick, a dû rendre une bonne partie des places qu'elle possédait sur le Rhin. Donc en fait, on n'a plus de porte d'entrée sur le Rhin. On a certes gardé Strasbourg, Neuf-Brisach, mais on a dû rendre Brisach, ce qui a obligé à construire Neuf-Brisach. On n'a plus Kiel, on n'a plus Philipsbourg, donc on ne peut plus passer le Rhin comme on voulait à l'époque de la guerre précédente. Et donc, ça suppose, si on veut faire une campagne de ce côté-là, d'assiéger, avoir un point de passage sur le fleuve. Alors ça va changer avec l'entrée en guerre de la Bavière, à partir de 1702, et donc ça va fournir donc, à la France un nouvel allié en Allemagne du Sud. Donc, et là, tout l'enjeu désormais, ça va être de pouvoir faire la jonction avec les forces de l'électeur de Bavière, donc Maximilien Emmanuel. Alors, dans un premier temps, il va falloir franchir le Rhin, ce qui va être fait avec la prise de Kiel par Villars en 1703, ce qui résout le problème du passage du Rhin, mais reste le franchissement de la Forêt Noire. Donc, ce que va réaliser quand même Villars en mai, c'était pas si évident que ça, et donc il va faire sa jonction avec les troupes bavaroises. Alors là, il y avait plein de possibilités stratégiques qui s'ouvraient aux Français à partir de la Bavière, et je pense qu'on a peut-être choisi la plus mauvaise solution, c'est-à-dire en rentrer dans le Tyrol autrichien. Donc ça aurait pu être intéressant de faire la jonction avec les armées françaises qui se battaient du côté d'Italie, mais en fait, le Tyrol ne s'est pas bien soumis du tout, au contraire, ils sont révoltés, ce qui fait qu'on n'a jamais pu contrôler cette partie-là, et on a dû évacuer le Tyrol quasiment au bout de même pas à la fin de la campagne. Donc résultat, ça n'a pas été une grande réussite de ce côté-là. Donc l'année suivante, une deuxième opportunité se présentait, donc toujours le même enjeu, faire la liaison entre les forces françaises qui viennent d'Alsace et les troupes bavaroises, ce qui va être réalisé aussi, mais là les Français vont se faire surprendre par la grande marche de Balmoral qui passe des Pays-Bas et vient porter secours aux forces impériales en Bavière. Et donc on va aboutir à la grosse défaite française de Blenheim en 1704. Et donc là, ça va être un énorme échec, ça se passe le 13 août 1704, puisque les Français, suite à cette défaite, vont évacuer toute l'Allemagne du Sud. Donc on va perdre tout ce qu'on avait gagné à partir de 1702 en une seule bataille, alors que peut-être qu'il y avait moyen de se maintenir sur certains points de passage clés ou de contrôler peut-être la Forêt Noire, mais en tout cas on revient directement sur le Rhin, donc ce qui fait finalement un retour en arrière considérable. Et donc désormais, on va se retrouver sur le même type de campagne qu'à la fin de la guerre de Lake d'Augsbourg, c'est-à-dire les Français vont se limiter à tentant faire une petite opération sur la rive droite du Rhin, mais dans l'ensemble, aucun des deux adversaires ne va faire de cette zone-là le front prioritaire. Donc ce sera plutôt une sorte d'observation entre les deux ennemis, avant de terminer avec la campagne de Villars en 1713, qui va aboutir au traité de Rastatt en 1714. Je passe maintenant à un autre front qui est celui de l'Italie, qui a des enjeux assez différents, puisque là tout le problème, c'est le problème des Alpes et comment franchir les Alpes pour pouvoir mener des opérations de l'autre côté de cette barrière assez importante. Donc, franchir les Alpes était quelque chose d'assez difficile, puisqu'en fait, le gardien des grands cols alpins était le duc de Savoie, dont les États étaient à cheval entre la Savoie et le Piémont, y compris aussi le comté de Nice, et donc qui gardait les principaux cols. Alors à chaque fois pour les Français, il a été assez facile de s'emparer de la Savoie proprement dite, puisqu'elle était sur le versant occidental des Alpes, et donc c'était le problème pour le duc de Savoie de protéger la Savoie, et quasiment impossible pour lui, vu la disproportion des forces. Il était assez facile aussi souvent de prendre aussi le comté de Nice en passant par la Provence, donc ça n'a jamais posé des énormes problèmes logistiques et militaires pour les Français. Mais ensuite, le problème c'était quand il fallait faire des opérations de l'autre côté du versant des Alpes. Et donc en montagne,
Il était évidemment plus difficile de ravitailler les troupes en armée, en vivres, en munitions. Il y a un problème de fourrage pour la cavalerie, et faire passer de l'artillerie sur les cols alpins, ça a toujours été un problème. Bon, on trouve ce même problème par Bonaparte plus tard, hein. Donc c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Donc dans les années 1690, on réussit parfois à faire passer une armée importante en Piémont, hein, et Catinat parvint même à remporter quelques belles victoires, hein. Donc c'est le cas à Staffard en août 1690, hein, donc côté Piémont, ou à la Marsaille en octobre 1693, mais à la fin de chaque campagne, il ne put jamais prendre des quartiers d'hiver en Piémont. Donc il a fallu à chaque fois refaire passer l'armée française côté occidental des Alpes, et donc on dépendait à chaque fois du ravitaillement qui venait de France. Et donc comme pendant la mauvaise saison, les Alpes étaient infranchissables pendant tout l'hiver, eh bien on ne pouvait pas prendre le risque de laisser une armée française sur le versant oriental des Alpes qui serait complètement isolée. Donc on aurait pu faire une sorte de demi-mesure, une partie de l'armée française côté occidental, une autre partie côté oriental, mais là ça aurait été très dangereux parce qu'au début du printemps, l'armée qui serait côté Piémont aurait pu être attaquée par toutes les armées ennemies réunies. Et donc généralement on n'a jamais voulu prendre ce type de risque qui était trop dangereux. Et donc résultat, eh bien, dans ces conditions, une offensive en Piémont, c'est une sorte de, à chaque fois, chaque année, un éternel recommencement. C'est-à-dire qu'on a beau gagner peut-être une bataille côté oriental, si à la fin de l'année, il faut toujours revenir l'automne côté occidental, c'est comme si on n'avait rien fait finalement. Donc c'est pas très intéressant. Alors, finalement, dans ces conditions, hein, eh bien, on voit aussi que ça marche dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand le duc de Savoie voulait passer l'offensive côté français, envahir le Dauphiné en 1692, il va réussir à franchir le Dauphiné, à remporter éventuellement à rentrer en France, mais à la fin de l'année, il doit repasser lui aussi les Alpes pour des mêmes questions de logistique. Donc on se retrouve un petit peu au même point de départ. Donc du fait de ces limites logistiques, la grande question était de savoir si on devait mener une guerre offensive sur le front italien ou plutôt défensive. A priori, on pourrait penser qu'en montagne, la défensive, c'est ce qu'il y a de plus facile, c'est ce qu'il y a de plus logique, puisque la montagne offre un formidable, quelque chose qui permet de défendre largement mieux que si on passe à l'attaque. Mais en fait, c'est très compliqué de couvrir tous les cols alpins avec une seule armée, et Clausewitz explique bien qu'en montagne, en fait, la montagne offre un indéniable avantage à l'échelle tactique, mais à l'échelle finalement stratégique, ou d'un front étendu comme celui de tous les Alpes, ce n'est pas forcément le cas. Et donc la France, par exemple, devait garder une multitude de cols, hein, je vous indique un peu en rouge, hein, vous avez le col de l'Arche, le col du Mont-Genèvre, le col du Mont-Cenis, le col du Petit-Saint-Bernard, et il y en a éventuellement quelques autres, mais bon, c'est les principaux. Et en fait, on ne peut pas envoyer des petits détachements ou garder tous ces cols, parce que si une armée ennemie rassemblée attaque un de ces cols, forcément elle est en supériorité numérique, et elle pourra à chaque fois passer sans trop de problèmes. Donc du coup, aussi, si on veut que ces cols se soutiennent eux-mêmes, en fait, envoyer des renforts d'une partie des Alpes à l'autre, en fait, ça ne se fait pas de manière linéaire comme ça. Généralement, il faut suivre les vallées, revenir très loin en arrière, souvent jusqu'à Grenoble, voire même jusqu'à la vallée du Rhône, et donc ça fait perdre un temps fou, et généralement, on ne peut pas du tout défendre localement un des cols, un des points de passage. Donc du coup, on peut se poser la question si finalement l'offensive n'est peut-être pas une meilleure solution dans ce cas-là, puisque sur un point de passage particulier, il peut avoir l'avantage. Alors, le problème, c'est que si aussi on reste sur la défensive côté français, les Français possédaient quand même 3 places sur le versant oriental des Alpes. Ils possédaient donc Pignerol, Casals et aussi la place de Suse. Donc si on reste sur la défensive uniquement, à terme, c'est un petit peu la logique, voudrait que les Français finissent par perdre ces 3 places parce qu'elles seront indéfendables s'il n'y a pas d'armée de l'autre côté des Alpes. Et donc du coup, finalement en 1693, les Français réussissent à sauver Nestrémis-Pignerol par une intervention de Catinat, c'est la bataille de la Marsaille. Et en fait, Chanlay, à la fin de l'année 1693, prend conscience de tous ces problèmes et il suggère que peut-être ça serait mieux, à partir de 1694, de passer à une offensive plutôt qu'à rester sur la défensive sur ce front-là. Donc il se rend compte aussi que d'un point de vue stratégique général, la clé du conflit, ça serait d'obtenir la paix avec la Savoie, puisque la Savoie est un petit peu le maillon faible de l'alliance anti-française. Et donc, si on passe à l'offensive, il suggérait de prendre la place de Coni, que vous avez plutôt dans le sud du Piémont, ce qui permet d'avoir enfin une place qui offrirait des magasins assez importants et un espace suffisant pour faire hiverner l'armée française de ce côté-là.
Malheureusement, bien, est passée par là la crise des années 1693-94, où là, il y a une grave crise financière, donc on manque énormément de moyens, la logistique ne suit pas non plus. Et même s'il y a des bonnes intentions de renforcer l'armée d'Italie, la logistique ne va pas suivre, ni les moyens, et donc ça ne va pas vraiment permettre aux Français de passer à l'offensive sur ce front-là. Et donc, résultat, eh bien, on va rester plutôt sur la défensive, et bon, comme je vous en ai parlé juste à présent, eh bien, les Français vont finir par prendre Casale en 1695 et Pignerol en 1696. Et comme on n'arrive pas à faire plier la Savoie par des offensives militaires, on va être obligé de négocier avec eux une paix séparée qui va être très très généreuse pour la Savoie, puisqu'on lui rend quasiment tout ce qu'on leur avait pris, et voire même on leur en donne un peu plus. Mais ça va être quand même la clé de la paix. Donc à l'ouverture de la guerre de succession d'Espagne, la position française va être là aussi bien meilleure, puisque le Milanais, qui était espagnol, va passer côté français. Et la Savoie, au départ, était dans l'Alliance française. Donc ça n'a pas duré très longtemps. Et donc au début de l'année 1701, les Français donc, ont aussi rallié le duc de Mantoue, vous voyez un petit peu sur la partie orientale, et donc vraiment ils maîtrisent quasiment toute l'Italie du Nord, et donc on pourrait se dire que là, pour le coup, c'est les impériaux qui sont en position de faiblesse, puisqu'ils doivent débarquer du Tyrol notamment, pour pouvoir s'intéresser à pouvoir s'implanter en Italie du Nord. Donc le débouché le plus naturel pour que les forces de Gênes arrivent, c'était par Trente et donc le Tyrol, et aboutir jusqu'à Vérone, vous avez, qui, vous voyez, appartient à la République de Venise. Donc les Français n'ont pas voulu prendre les devants et s'installer à Vérone pour les bloquer l'arrivée des impériaux, en respectant la neutralité vénitienne, ce qui n'a pas du tout été le cas de Gênes, qui n'a pas du tout tenu compte de cela, et les Vénitiens sont contentés d'une simple petite protestation. Donc résultat, Eugène réussit à s'implanter finalement en Italie du Nord à ce moment-là. Et donc l'idée, c'était d'essayer de l'empêcher de progresser un peu plus loin en s'appuyant sur les différents fleuves affluents du Pô en Italie du Nord. Et donc, grâce à des marches assez vives et osées, finalement, Eugène va réussir à bousculer Catinat en juillet, puis son remplaçant, donc Villeroy à Chiari en septembre. Et donc, Eugène va s'implanter dans le Mantuan à ce moment-là. Alors, à l'automne, les Français ont un grand espoir, c'est que finalement, comme eux, quand ils allaient dans le Piémont, les impériaux seraient obligés de revenir dans leurs États et donc d'abandonner l'Italie du Nord, et donc qu'ils n'auraient pas pu prendre des quartiers d'hiver dans le secteur. Malheureusement pour eux, Eugène va se montrer plus audacieux, puisque même s'il n'avait pas de place dans le territoire du Mantuan, ou même il ne pouvait pas rester sur la République de Venise, il va attaquer des petites places du Mantuan et finalement s'emparer aussi du duché de Modène et du duché de Parme vers la Mirandole, vers Guastalla, et va faire hiverner ses troupes ici. Donc lui va réussir ce que les Français n'ont jamais réussi à faire quasiment pendant toute la guerre de l'île d'Augsbourg précédemment. Et donc en 1702, on va remplacer Villeroy par Vendôme, et donc Vendôme va réussir à peu près maintenir les forces impériales plutôt dans cette partie orientale de l'Italie du Nord, et donc en s'appuyant notamment toujours sur les affluents du Pô, qui vont servir de ligne de défense. Mais en 1703, nouveau coup de théâtre en quelque sorte, même s'il était largement prévu, la Savoie rentre en guerre contre la France, et donc du coup, ça va devenir la priorité des Français, c'est plutôt de, sur leurs arrières, éliminer cette menace qui pouvait être dangereuse. Et donc les Français vont récupérer assez facilement la Savoie proprement dit, le comté de Nice aussi, et finalement prendre en tenaille de plus en plus le duc de Savoie en assiégeant progressivement toutes les places autour de Turin. Donc cela va être réalisé en 1704-1705, mais on ne va pas pouvoir assiéger directement Turin, il faudra attendre l'année 1706. Mais là, Eugène va réussir un formidable exploit, puisqu'il part plutôt du Mantuan par là, au duché de Parme, et va faire une marche très importante jusqu'à Turin pour sauver la place in extremis au dernier moment, et ce qui montre bien toute l'incurie des généraux français, qui étaient quand même normalement en position géographique très très favorable pour défendre la place et même la prendre, et finalement ils n'ont pas réussi. Et pire que cela, c'est qu'après cet échec devant Turin le 7 septembre 1706, les Français décident d'évacuer toute l'Italie du Nord. Donc non seulement on arrête le siège de Turin, mais le Milanais, qui était pourtant occupé encore jusque-là par les Français, on décide de l'évacuer aussi parce qu'on estime qu'on ne pourra pas le garder, ce qui va aboutir l'année suivante aussi à la perte du royaume de Naples dans l'Italie du Sud. Donc là, gros désastre à ce moment-là.
Et désormais, c'est un peu comme sur le front allemand, on a reculé aux positions de la guerre de Lake d'Augsbourg, c'est-à-dire on repasse de côté des Alpes. Et donc là, cette fois-ci, c'est les Alliés qui vont avoir l'initiative. Ils vont prendre l'initiative de faire une offensive vers la Provence et essayer de prendre Toulon en 1707, en juillet, mais donc cela ne va pas finalement réussir pour des problèmes de logistique. Et finalement, le front va être un peu neutralisé. Et donc, je passe au front espagnol pour terminer. Donc, l'Espagne, est-ce que ce n'est pas un théâtre d'opération qui a été fortement négligé par les Français, alors qu'il y avait peut-être des choses intéressantes à faire de ce côté-là? Donc, je vous rappelle que l'Espagne, finalement, était mêlée à toutes les guerres de Louis XIV, et malgré cela, malgré le fait aussi que les Français avaient obtenu des succès intéressants en Catalogne pendant la guerre de 30 ans, le front espagnol va longtemps être considéré comme très très secondaire par Louis XIV et ses généraux, et il va y avoir peu d'opérations importantes qui vont s'y dérouler. Alors il est vrai que c'est un front qui est beaucoup moins bien connu des stratèges de Versailles que le front des Pays-Bas ou de l'Allemagne. Généralement, peu de gens sont des spécialistes de cette région-là. Il y a un problème aussi de communication, puisqu'on est loin. Donc dès qu'une directive de Versailles arrive, il faut plus d'une semaine, voire 10 jours pour que la lettre arrive, et même chose dans le sens inverse. Donc du coup, on ne peut pas trop piloter les opérations, et donc pas faire vraiment de stratégie de cabinet pour le coup. Et pourtant, c'est un front qui offre des opportunités très intéressantes parce qu'il a été constamment très mal défendu par les Espagnols. Et ça permettait d'atteindre le cœur de l'Espagne, notamment en arrivant assez rapidement vers Barcelone, qui est quand même une ville d'une importance stratégique et politique considérable pour les Espagnols. Et donc, il va falloir attendre en fait la fin de la guerre de Lake d'Augsbourg et surtout la guerre de succession d'Espagne pour que les Français s'intéressent davantage à ce front-là. Donc face à l'Espagne, les Pyrénées, évidemment, c'était la grande barrière, donc on ne peut pas franchir les Pyrénées du tout, sauf côté ouest par le Pays-Bas espagnol, par le Pays Basque, mais il n'y aura quasiment pas d'opération, et il reste donc la solution plutôt le front de la Catalogne. Donc au début de la guerre de Lake d'Augsbourg, il ne va pas y avoir tant que ça d'opérations françaises en Catalogne. Pourtant, les défenses ennemies étaient très faibles. L'Espagne aussi, de ce côté-là, ne peut pas être soutenue par des alliés. Donc ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour les Français, alors qu'en Italie ou aux Pays-Bas espagnols, elle ne peut pas être soutenue par les Anglais, les Provinces-Unies ou les impériaux. Là, normalement, l'Espagne est seule et il y avait peut-être une opportunité de faire une attaque assez importante. Mais on ne va pas fournir de grands moyens à Noailles de ce côté-là, et donc ça ne va pas permettre de faire des grandes opérations. Donc le problème aussi, c'est que si on veut vraiment progresser, il faut un soutien naval pour attaquer les places côtières. Donc c'est le cas pour Rosès ou Palamos ou bien sûr Barcelone. Or, les Français sont loin d'avoir la supériorité navale en Méditerranée. Ils vont l'avoir que ponctuellement, ce qui va permettre certaines opérations et certains succès. Donc ça va permettre d'avancer quand même dans ce secteur-là, notamment à la fin plutôt de la guerre. Et finalement, les Français vont porter un effort important en 1687 qui va aboutir à la chute de Barcelone et qui va finalement être décisif pour que l'Espagne sorte de la guerre. Alors pendant la guerre de succession d'Espagne, la péninsule ibérique devient un théâtre d'opération majeur cette fois-ci. L'Espagne donc va être défendue par le gros des forces espagnoles mais aussi françaises. Mais on ne va jamais consacrer beaucoup d'efforts, en tout cas côté allié, à ce front-là. Alors pourtant, c'était peut-être une des clés du conflit. En tout cas, les alliés hollandais et anglais vont jamais considérer que l'Espagne n'est qu'un seul sorte de front secondaire qui n'est pas décisif, alors que pour Charles III de Habsbourg, là par contre, c'est quelque chose qui est important parce que celui qui contrôle le trône à Madrid, finalement, c'est lui l'héritier de la succession espagnole. Donc un facteur important aussi de ce conflit, c'est toujours les problèmes logistiques et financiers. Donc pour la logistique des Alliés, en fait, elle vient par mer, soit par l'Italie, soit directement des provinces maritimes, des puissances maritimes. Donc ça fait un petit peu loin, mais du coup, si vous voulez, on peut résumer un petit peu la guerre d'Espagne, si on veut faire vite, entre une opposition entre la terre et la mer. C'est-à-dire que les Bourbons, que ce soit en Espagne et en France, sont en force, en gros, tant qu'ils sont dans le cœur de la Castille, de l'Espagne, l'Estrémadure éventuellement, ou même le nord-ouest vers la Gare-Aragon. Par contre, quand ils veulent s'attaquer ou contrôler mieux les provinces périphériques comme la Catalogne, le royaume de Valence, là, ils ont à chaque fois des problèmes. Et inversement, quand les puissances maritimes veulent s'enfoncer jusqu'à Madrid, souvent, ils y sont quand même arrivés à 2 reprises, en 1706 et 1710, mais ils n'ont jamais réussi à contrôler longtemps cette partie de l'Espagne.
Et donc, du coup, il y a une sorte de... les deux grandes puissances, finalement, se neutralisent pendant assez longtemps. Et du coup, eh bien, la guerre va un peu s'éterniser. La conquête des Britanniques de Gibraltar en 1704, puis de la Catalogne du Royaume de Valence en 1705, vont amener des changements à ce niveau-là. Mais à chaque fois, donc, Philippe V va réussir quand même, grosso modo, à garder la Castille. Et il va prendre du temps, par contre, pour faire tomber Barcelone et la reconquérir, puisqu'il faudra attendre la toute fin de la guerre de succession d'Espagne en 1714. Alors pour conclure, pendant les guerres de Louis XIV, la France va bénéficier constamment aussi d'un avantage important sur ses ennemis, c'est qu'elle est finalement en position centrale par rapport à tous les alliés contre elle. Et donc du coup, ça lui permet de faire coulisser ses forces d'un front à l'autre, en fonction des nécessités et beaucoup plus rapidement. Et ça lui aurait pu permettre aussi de concentrer des forces sur un front particulier et donc faire la décision sur ce front-là. Donc la France va essayer de le faire assez souvent quand elle le pourra, mais je dirais qu'elle ne l'a jamais fait assez. C'est-à-dire que parfois il aurait fallu négliger peut-être un front particulier et ce qu'il faudrait à ce moment un peu le dégarnir. Mais Louis XIV ne va jamais accepter ce type de solution-là, parce que je dirais qu'il sera constamment obsédé par l'idée de sanctuariser son royaume, c'est-à-dire laisser un front un peu dégarni, même si quitte à perdre une place dans les Pays-Bas, ça n'aurait pas été quelque chose de si grave et si dramatique. Louis XIV ne va jamais trop le faire, ce qui fait qu'on ne va jamais trop concentrer les forces sur un front particulier, alors que, à mon avis, c'était ça vraiment la solution qui aurait pu être décisive pour la France. Moi, je vais m'arrêter là. Je vous remercie.